Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce live révision du bac philo. On est ensemble pour 1 heure et demie, pour évoquer avec vous les dernières questions que vous vous posez à 2 jours de l'épreuve. Donc on en a déjà reçu via la messagerie Instagram, merci de nous avoir écrit. Et on commencera par répondre à ces questions-là, qui permettent d'aborder déjà plusieurs points de méthodologie et de cours, avant de prendre celles que vous aurez dans le chat. Donc avant de commencer, je vais très brièvement nous présenter. Moi, c'est Samuel Lacroix, je m'occupe de l'animation de cette page Instagram et je suis accompagné ce soir d'Apolline Guillot, journaliste comme moi à Philosophie Magazine, mais également à Philonomiste, qui est la déclinaison de Philomag sur le monde du travail, de l'entreprise et de l'économie. Apolline est agrégée de philosophie et ancienne prof en lycée. Et est-ce que tu veux dire un mot, Apolline, avant de commencer? Ravie de vous avoir ce soir pour répondre à toutes vos questions. Je suis désolée si c'est parfois pas très facile de me comprendre, j'ai une petite extinction de voix. Donc Samuel, je te laisserai reformuler si vraiment ça devient gênant. Mais je pense pas que ça le soit. Voilà, Apolline a accepté de participer à ce live contre vents et marées et elle combat l'adversité pour vous. Exact. Donc, avant de répondre aux premières questions, je vais juste faire un tout petit point autopromo, parce que je tiens à rappeler que vous avez encore le temps d'aller jeter un œil à notre section Bac Philo sur philomac.com, où vous trouverez des topos sur la méthodologie, les notions, les auteurs et les repères, ainsi que des corrigés, dont certains entièrement rédigés par des professeurs de philosophie. C'est ce qui s'appelle les copies de rêve. Et vous pouvez également aller voir nos nouveaux parcours interactifs qui s'appellent les Expressos, qui viennent de sortir. Donc vous en trouverez qui sont consacrés à la méthodologie, de la dissertation et de l'explication de texte, mais aussi on en a fait un sur Épicure, un sur Hobbes, un sur Rousseau et un sur Karl Popper, et d'autres suivront prochainement. Voilà, donc on entre dans le vif du sujet. La semaine dernière, les candidats des centres de l'étranger ont eu leur épreuve. Et parmi les sujets proposés, il y avait une dissertation qui était «Le langage déforme-t-il la pensée?» Donc sur Instagram, une élève nous a dit qu'elle avait du mal à définir pensée. Et donc Apolline, je voudrais te demander comment on fait pour bien définir les termes du sujet. Alors du coup, cette question-là, elle est symptomatique d'un raisonnement qu'on a très souvent quand on est devant un énoncé de disserte, qui est de vouloir le contrôler en définissant les mots, non pas les uns par rapport aux autres, mais un peu isolément. Donc on a envie de savoir, ça veut dire quoi le langage, ça veut dire quoi la pensée, ça veut dire quoi déformer. En réalité, ce qu'il faut essayer de se dire, c'est que avant de définir les termes précisément, dans une première analyse du sujet, on va d'abord commencer par les définir les uns par rapport aux autres. Donc ici, quand on dit le langage déforme-t-il la pensée, ça suppose que la pensée préexiste au langage, par exemple. Or, c'est pas forcément évident. Mm. Quand on dit penser, moi, par exemple, je pense quelque chose de plutôt informe, mais quand j'y réfléchis, la pensée, ça peut être aussi le raisonnement, ça peut être l'imagination, ça peut être tout ça. Donc, au lieu de vouloir définir la pensée de manière très stricte, il faut plutôt essayer de voir à quel mot ça nous fait penser, en l'occurrence, et comment les termes se répondent entre eux. Donc, ce que j'aime bien répéter, c'est que l'approche du sujet, la première approche, faut pas qu'elle soit tout de suite définitionnelle. Faut déjà commencer par s'étonner du sujet, donc l'approcher, se familiariser avec lui. Donc étonnez-vous de la formulation, pourquoi est-ce qu'elle est bizarre, pourquoi est-ce qu'on a choisi ça. Deuxième chose, ça va être de délimiter le sujet par rapport à vos connaissances, aux grandes notions de l'année, parce que parfois ça peut aider de se dire, attends, est-ce que là on va parler plutôt de justice, plutôt de conscience, plutôt de morale, donc se donner un peu un cadre. Et ensuite, dans un dernier temps, passer vraiment à l'analyse proprement dite, qui n'est pas une définition, mais bien un questionnement et une mise en tension des termes les uns par rapport aux autres. D'accord. Donc là, on est dans la méthodologie de la Mm. dissertation et c'est vraiment le premier contact avec le sujet, les premiers moments qu'on va essayer de défricher au brouillon. Ouais. Et donc ça, ce sera la première étape avant éventuellement de construire, enfin pas éventuellement d'ailleurs, avant de construire un plan Si on a envie. ouais, et de faire une introduction. Est-ce Ouais. que la question que je me pose, c'est cet étonnement dont tu parlais, ces premiers contacts, est-ce qu'il va falloir en rendre compte dans l'introduction de la dissertation?
Bah, c'est vrai qu'en général, ça aide d'être parti de ce qu'on appelle le sens commun, c'est-à-dire enfin, comment une personne lambda va réagir au sujet. Parce qu'ensuite, dans l'introduction, ce qu'on aime bien en général, c'est de partir d'un exemple, d'un scénario, d'une définition un peu naïve. Quand on dit naïve, ça veut pas dire bête, hein, ça veut juste dire la définition, je sais pas, que quelqu'un qui a jamais fait de philo donnerait du sujet, l'analyse qu'il ferait spontanément. En général, on part toujours on va dire moi j'aime pas trop parler d'accroche parce que ça fait un peu racoleur. Je dirais plutôt une approche, une première approche, ça peut être, je sais pas, une expérience de pensée, genre, admettons que machin, machin, ça peut être une scène de film qui vous a particulièrement marqué, qui est particulièrement intéressante, ça peut être, je sais pas, quelque chose qui s'est passé dans l'actualité, mais si vous avez pas d'approche qui est vraiment voilà, philosophique en particulier, vous pouvez vraiment juste commencer par on définit souvent tel terme comme ceci, et puis voilà quoi, vous avez votre approche naïve, c'est le Larousse quoi, enfin c'est vraiment Hmm. très simple. Donc approchez le sujet de la manière avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Ensuite, une fois que vous avez fait cette première approche, il faut mettre en tension les termes de l'énoncé. C'est comme je disais tout à l'heure, pas les définir, cherchez pas à dire la justice c'est ça, les lois c'est ça, la pensée, le langage, etc. Mais plutôt essayer de partir des problèmes pour ensuite construire des concepts. C'est-à-dire un concept, c'est un mot qui va avoir plusieurs définitions et dont les définitions cohabitent et s'entrechoquent entre elles. C'est quelque chose d'un peu instable. Essayer de rendre explicite les différentes tensions, les différents problèmes qui sont sous-jacents à ces termes. Et enfin, dans un troisième moment, le moment tant attendu de la problématisation, on va partir de ces petites tensions un peu éparses comme ça, et on va les rassembler dans une espèce de grande alternative. Enfin, généralement, on formule toujours une problématique, c'est pas une question comme ça, comment vas-tu, c'est vraiment une question cruciale, quoi. C'est ou bien X ou bien Y. X et Y ne sont pas compatibles. Tu peux pas prendre à gauche et à droite. Il faut à un moment donné choisir. Et c'est ça, un peu cette dramatisation qui est super agréable à lire en tant que correcteur, c'est quand on sent que la personne Hmm. s'est posé la question au point qu'il y a quasiment un enjeu, pas de vie et de mort, mais il y a vraiment une vraie question, quoi. Donc voilà, vous avez la problématique qui arrive comme ça, bam. Et ensuite, vous commencez à débiter votre plan. Débiter parce qu'il faut qu'il soit clairement affiché, c'est-à-dire dans une première partie, dans une deuxième partie, enfin, de la manière plus légère peut-être, mais faut que ça soit vraiment clair. Et enfin, j'aime bien, dans un dernier moment, quand même parler des enjeux du sujet. Si vous avez suffisamment dramatisé avant, c'est pas vraiment la Hmm. peine, mais montrer que le sujet, c'est pas juste une bande de philosophes et de profs qui se rassemblent entre eux, mais montrer que c'est important, qu'il y a des enjeux esthétiques, politiques, etc., etc. Ça, vous Hmm. pouvez le faire en introduction, mais aussi tout au long de la disserte, hein, pas de pression par rapport à ça. Ouais, les enjeux, c'est montrer que c'est quelque chose qui touche tout le Ouais, monde, et pas seulement des vieux philosophes dans leur tour d'ivoire. ouais, c'est ça. Et tu as évoqué la problématique, c'est une question qui est beaucoup revenue, Mm. qui est, est-ce que la problématique, c'est pareil que la question du sujet? Alors, en fait, c'est assez difficile parce que dans le mot problématique, on a presque l'impression que c'est une question. Donc on se dit, mais on a déjà une question, Hmm. pourquoi on s'embête? En réalité, tout le travail de l'analyse du sujet et de l'introduction, c'est l'analyse du sujet que vous avez un peu pimpé pour la montrer à votre correcteur. Mais dans votre tête avant, sur votre brouillon, vous devez vous dire que vous partez de la question et vous allez la transformer en problème. Quand on vous pose une question, vous avez une réponse directe. Par exemple, je sais pas, y a-t-il des vérités indiscutables? Vous dites, bah oui, il y en a. Enfin, oui, oui, bah ça, c'est évident, quoi. Ça, c'est l'évidence. C'est la réponse simple. Mais ça devient un problème à partir du moment où vous vous demandez, mais finalement, toutes les vérités ne sont-elles pas discutables? Et on commence à se poser des questions, à se prendre la tête. Le problème, c'est le résultat de toute cette analyse. Donc, surtout, en tant que correctrice, moi, je l'ai vu beaucoup, des élèves qui pensaient un peu filouter et qui reformulaient le sujet de manière un petit peu, Hmm. voilà, avec deux, trois synonymes. Ça passe pas du tout parce que ça se voit. Il faut vraiment que le problème soit comme une espèce d'accouchement à la suite d'une gestation de 5 lignes où vous expliquez vraiment bah, pourquoi c'est vraiment pas simple de répondre. Et en fait, c'est ce face à face et c'est ce corps à corps avec le sujet qui fait plaisir, quoi. Quand on est prof de philo, aujourd'hui, il y a ChatGPT, il y a Wikipédia, il y a tout et n'importe quoi pour donner des thèses. En gros, on aura toujours, bah, ça sera facile de rester son cours. Par contre, ça sera pas facile de montrer pourquoi le sujet est difficile. Hmm. Voilà, on va terminer là-dessus parce que on a déjà bien défrayé, mais c'est quand même très intéressant et important. Et donc moi, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est que quand même dans les sujets, il y a potentiellement quelque chose qui est soit évident, soit contre-intuitif, et qu'il faut essayer
de formuler de manière un peu dramatisée, comme tu as dit. Par exemple, si on reprend le langage déforme-t-il la pensée, là on pourrait dire c'est étonnant parce que le sujet présuppose que le langage et la pensée pourraient se gêner mutuellement. Ouais. Or, quand on pense à l'aide de mots. Donc, Ouais. question, c'est ça la problématique. Ouais. Enfin, c'est la problématisation, c'est pourquoi il y aurait quelque chose qui gênerait la pensée. Exact. Et pour les vérités indiscutables, vous pouvez partir de cette évidence-là et montrer qu'il y a un problème dans ce sujet, Ouais. que c'est jamais si évident. Ouais. De toute façon, la posture de montrer ce qui est problématique, de montrer ce qui est difficile, même si ça vous semble peut-être un peu laborieux quand vous êtes en train de le faire, ça sera valorisé. Essayez plutôt que de vous dire je vais chercher des réponses, dites-vous je vais chercher des questions. Parce que en tant que, encore une fois, que prof de philo, il n'y a rien de plus intéressant que de voir une réflexion qui s'élabore. Et on réfléchit pas juste en revomissant ce qu'on a appris pendant l'année ou en racontant sa vie en mode journal intime, mes parents sont trop injustes, etc. Enfin ça, on le voit beaucoup sur la justice, ranger sa chambre, tout ça, c'est éviter. En général, ce qu'on aime bien, c'est des gens qui se posent des questions quoi, qui pourraient se poser à n'importe quel être humain. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous conseille aussi, vos profs vous nous peut-être dit, mais à pas trop utiliser la première personne du singulier, voire carrément la bannir. Pas tellement parce que ce que vous avez à dire ne nous intéresse pas. En réalité, ce qu'on veut plutôt, c'est que en vous obligeant à utiliser le nous ou bien le on, ce qu'on vous oblige, c'est à opérer un léger déplacement par rapport à votre personne. Donc vous avez 18 ans, vous êtes presque des adultes, vous n'êtes plus des enfants, et c'est le moment où vous pouvez commencer à raisonner, non pas simplement pour vous et votre expérience, mais à réfléchir pour tous les êtres humains. Du coup, essayez de choisir toujours des formulations qui soient pas juste valables pour votre expérience, mais aussi pour tout le monde. Bah ça c'est une question qui est beaucoup revenue aussi d'ailleurs, c'est est-ce qu'on peut dire je? Donc là tu viens d'y répondre et donc on est arrivé au dernier moment de l'introduction qui est l'annonce du plan. Une autre question qui est beaucoup revenue, c'est quoi en fait un bon plan et est-ce qu'il faut faire 3 parties? Alors, du coup, la question des 3 parties, elle fait souvent peur, parce qu'on a l'impression que la 3e partie, c'est une espèce d'exigence formelle. Alors, il se trouve que l'important, quand vous répondez à ce qu'on fait dans une disserte, l'important, c'est de répondre à la question en développant, un raisonnement qui est le vôtre. Du coup, si votre 3e partie, elle est sortie de derrière les fagots et elle est tout à fait artificielle, ça sert à rien de la mettre. Par contre, ce qui est souvent observé, c'est qu'un élève qui ira jusqu'au bout de la question, il aura souvent une idée de dépassement de 3e partie. J'explique. J'ai dit tout à l'heure qu'on devait partir, on va dire, de la réponse la plus évidente. Votre première partie, ça va souvent être comme une espèce de première approche. Je sais pas, par exemple, sur le sujet qui avait été donné en 2019 sur le temps, là, peut-on échapper au temps? Voilà, première réponse, vous vous dites, non, on peut pas échapper au temps, on est tous mortels, on a des maladies, je sais pas, on perd ses amis, j'en sais rien. On va dire, la première partie, ça pourrait être, non, on peut pas échapper au temps. Ensuite, dans une deuxième partie, vous allez vous dire, oui, en fait, si, on peut parfois être immortel, par exemple, quand on est très célèbre par l'art, par la culture, etc. Donc là, vous mettez une deuxième partie qui va contredire la première, qui va contredire le sens commun, en disant, il y a des moments, il y a des personnes, il y a des élus, entre guillemets, qui vont réussir à échapper au temps parce qu'ils vont être immortels, j'en sais rien. Et ensuite, dans une troisième partie, vous n'allez pas vous dire, ah oui, la troisième partie, il faut peut-être que je dise peut-être, ou bien oui et non, quelque chose de mélange, et vous pouvez au contraire revenir à la définition initiale du sujet, à savoir échapper au temps, et vous essayez de redéfinir ce que ça veut dire échapper. Vous pouvez dire, échapper, c'est peut-être pas être immortel, c'est peut-être, je sais pas, ne plus sentir l'emprise du temps, ou bien ne plus souffrir d'être mortel. Là, vous allez en fait dans la troisième partie, ce que je conseille souvent, c'est de revenir vraiment à la formulation initiale du sujet, et comme je disais tout à l'heure, peut-être trouver une nouvelle définition, ou bien dépasser votre définition initiale. Et ça marche assez bien. Mais encore une fois, si vous n'avez pas le temps de le faire, que ça vous semble trop difficile, ou bien que vous avez, je sais pas, vous n'avez pas de conviction forte, vaut mieux avoir 2 parties très bien structurées, avec peut-être des transitions ou une ouverture qui montrent que vous avez quand même réfléchi à des limites. Ça, c'est tout à fait possible aussi. On a une question dans le chat qui dit « Les profs m'ont dit X, pourtant Y, donc Z » en intro. Est-ce que c'est un bon conseil selon vous? En introduction, X, pourtant Y, donc Z, sous-entendu dans l'annonce du plan, le grand 1. Effectivement, c'est un bon exercice de formuler les choses comme ça de manière très formelle, parce que du coup, vous pouvez, même sur votre feuille de brouillon, partir de cette évidence, je sais pas X, si c'est une évidence première,
Pourtant, ça va être un peu le point de jonction qui va contredire l'évidence première. On va s'obliger à se trouver à soi-même des contre-arguments. Par contre, c'est plus le donc qui est peut-être parfois pas si évident que ça parce qu'on n'a pas forcément une conséquence directe. Mais le X pourtant Y, je le conseille effectivement. Ça permet de toujours s'étonner, de toujours critiquer notre intuition, quoi. Et c'est peut-être mieux de dire X pourtant Y de oui, non, peut-être, qui est souvent la caricature qu'on accole au plan dit dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Effectivement. Je pense que c'est plus... Effectivement, s'il faut que vous reteniez un moyen mémotechnique, c'est mieux de dire X pourtant Y donc Z que oui, non, peut-être. C'est vrai. Oui, c'est-à-dire qu'en ayant une opposition, a priori, il est possible qu'il y ait un dépassement, c'est-à-dire une question qui n'a pas forcément été encore abordée dans les deux premières. Je pense que le terme important ici, c'est pourtant. C'est X est quand même vrai. Ça veut pas dire que... Ne surtout pas dire ce que j'ai dit dans la première partie, c'est n'importe quoi, c'est faux. Ça peut arriver, mais surtout ne pas le présenter comme ça. Faut plutôt dire, voilà, il y a un aspect qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas envisagé, on va aller plus en profondeur. Donc vraiment, le pourtant, il est super important. Et le donc à la fin, c'est une manière en fait de dépasser cette opposition, de la compléter. Du coup, effectivement, ça peut être efficace. Ouais. D'ailleurs, peut-être que c'est moins un donc qu'un en fin de compte ou un finalement, parce que donc c'est presque ça découlerait tout de suite. Alors donc ça fait un peu de démonstration de maths. Je dirais plutôt par conséquent ou bien. On pourrait aussi. D'accord. On va passer toujours dans la méthodologie de la dissertation à des questions qui ont été posées, mais là on en a une dans le chat qui a l'air d'intéresser pas mal de monde. C'est Apolline, quel est le nombre idéal de pages dans une dissertation? Là. Alors ça, c'est une question inattendue parce que... Il n'y en a pas vraiment, non? Il n'y a pas vraiment... Alors, ça, c'est vraiment c'est bête, mais pensez au correcteur et écrivez, peut-être sauter des lignes, ou bien si vous avez une écriture petite, pensez à la lisibilité. Aujourd'hui, il faut savoir que vos copies vont être scannées et elles vont être corrigées sur ordinateur. Ce qui est assez fatigant parce que du coup, on peut pas se pencher sur la copie, c'est compliqué. Pensez que les gens qui vont vous lire, ils vont vous lire sur ordinateur, du coup, écrivez de manière lisible avec un stylo bien contrasté, donc un stylo noir ou un stylo bleu mais qui fonctionne bien. Donc pas de fantaisie, quoi, pas de stylo rose, mais je pense que c'est interdit. Donc ça c'est important. Et ensuite au niveau du nombre de pages, je pense que ça dépend vraiment aussi de quel est votre degré de synthèse, parce qu'il y a des élèves qui font des copies excellentes, mais super courtes. Et du coup, c'est difficile de dire, il n'y a pas vraiment de règle, quoi. Par contre, au niveau de la mise en page, et je finis juste ça, là, on parle de la copie rédigée, mais n'hésitez pas à utiliser vos feuilles de brouillon de manière très libre. C'est-à-dire utiliser beaucoup de brouillons. Je sais pas, par exemple, moi ce que je conseillais souvent, c'était de faire pour les dissertes une feuille de brouillon par partie. Comme ça, une fois qu'on a fini sa feuille de brouillon, on la pose, on passe à la suite. N'hésitez pas à recopier le sujet sur toutes vos feuilles de brouillon au feutre pour vraiment pas faire de hors-sujet, vous en rappelez tout le temps. Donc essayez vraiment de gérer votre papier de manière intelligente et sans vous perdre avec des pattes de mouche partout, dans tous les sens, etc. Bah super, parce que tu as déjà quasiment, enfin vraiment, entamé la question qui venait après, qui était comment on fait pour être sûr de ne pas être hors sujet. Donc si on, voilà, je me dis que si on réécrit bien en gros l'intitulé de la question sur chaque page, c'est une manière de pas trop s'en éloigner. Ouais. Et peut-être que ce qui est important, c'est d'avoir les notions présentes dans les parties, dans votre plan que vous faites. Et à propos de plan, on a une question là qui vient d'arriver, c'est doit-on faire l'annonce de plan sous forme de question? Pas nécessairement. Alors moi je le déconseille même parce que ça donne l'impression d'avoir un plat de lasagne. Vous voyez des couches de questions et le lecteur va devoir en gros ingurgiter une quantité astronomique d'informations, mais s'il n'y a pas de fil rouge avec une réflexion claire, ça va vraiment être casse-gueule. Du coup, ce que je préconise vraiment d'éviter les formulations sous forme de questions et de plus rester dans une logique de raisonnement. Si vous essayez de convaincre quelqu'un ou que vous essayez de parler à quelqu'un, vous allez rarement aligner les questions, sauf la Samuel qui enchaîne les questions, mais c'est normal. Je veux dire, généralement, quand on essaie de démontrer quelque chose, on va plutôt aller de A à B puis à C, sans multiplier les questions qui partent dans tous les sens. D'accord. Au cours du développement, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est des confusions, semble-t-il, entre ce que c'est qu'un exemple, un argument et une référence. Parfois, un auteur est pris comme un argument en soi ou comme un exemple,
Est-ce que tu pourrais essayer de distinguer ces termes les uns des autres qui sont pas du tout synonymes en fait? Alors du coup, il y a effectivement une distinction très claire entre ces trois types. Je pense que un argument, ça va être votre parole à vous. Ça va être en fait la manière dont vous allez utiliser une proposition pour répondre d'une certaine manière à un problème. Utiliser une proposition, c'est juste une phrase ou une série de phrases qui vont apporter une réponse au problème que vous aurez donné au titre de la grande partie, etc., etc. L'argument, c'est vraiment, on va dire, la porte d'entrée vers votre raisonnement. Ensuite, la deuxième chose, c'est les exemples. Les exemples, il y en a de trois types. Soit vous avez des exemples tirés de livres, de films, d'éléments fictionnels, etc. Auquel cas, vous devez toujours faire attention à bien faire comme si la personne n'avait pas vu le film ou pas lu le livre, donc réexpliquer le contexte. Ne dites pas dans Matrix on voit que, dites dans la scène de Matrix où le héros Neo doit choisir entre un bonheur illusoire ou bien une vérité douloureuse, il choisit la vérité douloureuse, etc. Vous citez et vous racontez un petit peu, ça vous prendra 30 secondes en plus et ça sera plus confortable. Ensuite, deuxième type d'exemple, c'est des exemples tirés, on va dire, de l'actualité, ou je sais pas, par exemple, une loi qui a été promulguée, je sais pas, le discours de Robert Badinter sur l'abolition de la peine de mort pour un sujet comme toutes les lois sont-elles légitimes, typiquement. Non, toutes les lois sont pas légitimes. Par exemple, on peut questionner la légitimité d'attenter à la vie humaine, même dans un cadre légal. Là, vous pouvez citer effectivement en exemple l'abolition de la peine de mort, ou je sais pas quelle lutte féministe, etc. Dans ce cas-là, vous contextualisez bien en donnant au moins un nom et une idée de la date. Donc, vous pouvez dire les années 60, les années 90, c'est pas très grave, mais essayez de montrer quand même que vous savez plus que juste un nom ou un petit truc, essayez de développer un petit peu. Et ensuite, le troisième type d'exemple qui peut être super intéressant, c'est inventer une petite situation. On appelle ça une expérience de pensée. Donc, ça peut être une expérience du quotidien. Surtout, racontez pas votre dernière balade avec votre chien ou un truc personnel. Il faut vraiment essayer de trouver un exemple qui ressemble un peu à une fable ou à un exemple un peu qui pourrait parler à tout le monde. Par exemple, je sais pas, deux escargots qui traversent la route. Je sais pas. Je me lance dans un exemple atroce. Surtout, ne suivez pas ce conseil-là. Mais voilà, une histoire. Il était une fois, on va dire quelque chose qui peut être un bon point d'accroche pour ensuite développer votre argumentaire, quoi. Trois façons. Et à chaque fois, quand vous citez un exemple, il faut toujours le rattacher au sujet. Surtout, développez jamais un exemple si c'est juste pour le citer. À chaque fois, vous devez conclure en disant cet exemple montre donc que, et là, vous racontez votre idée. Ensuite, les références, c'est les auteurs. En général, il suffit de citer l'auteur, peut-être l'œuvre dans laquelle il développe son concept, et surtout le concept ou le mot-clé qui est attaché à l'auteur. Pas la peine de retenir des citations. Si vous avez un concept, par exemple pour Descartes, vous expliquez ce que c'est que le cogito, vous expliquez ce que c'est que le doute méthodique, je sais pas, pour Kant, vous expliquez ce que c'est le devoir, l'impératif catégorique, etc. Bon, je veux pas vous assommer avec des mots, mais en gros, essayez plutôt que de citations, retenez des concepts clés que vous allez pouvoir utiliser un peu comme dans une boîte à outils pour analyser votre sujet. Donc, essayez de vous détacher de l'idée qu'il faut se cacher derrière les auteurs et aller plutôt leur emprunter des outils pour répondre à votre question. D'accord? Donc, exemple et référence, ce sont des outils qui sont là pour renforcer votre argumentaire. Du coup, le plus important, c'est l'argument, c'est pas les références et les exemples. J'insiste beaucoup sur ce que tu viens de dire sur les auteurs et les citations parce que c'est une question qui revient sans cesse. Est-ce qu'il faut forcément avoir des citations? Voilà, là tu as répondu non. N'essayez pas d'apprendre par cœur des citations et de ça va être une charge mentale qui est potentiellement inutile. Ouais. Il vaut mieux essayer d'expliquer ce qu'un auteur a voulu dire plutôt que de le citer très exactement. Ouais. Ce sera pas forcément mieux vu. Ce sera mieux vu si vous arrivez bien à expliquer l'impératif catégorique ou le doute méthodique, ça c'est bien vu. Voilà. Par contre, question par rapport à ça, est-ce qu'on peut faire une copie sans auteur? Ça c'est une question qui vient du chat. Alors, une copie sans auteur. Je pense que officiellement, c'est possible. Je pense que c'est pas... Enfin, moi, j'en ai déjà vu passer. L'année dernière, j'ai corrigé notamment des copies de... Je sais plus si c'était je crois que c'était une série technologique. Il y avait une copie, par exemple, qui était extrêmement
très pugnace, très opiniâtre. C'était une jeune fille qui vraiment prenait le problème à bras le corps et qui détaillait de manière très courageuse. Elle allait vraiment dans l'inconfort, elle allait vraiment questionner les notions de manière vraiment franche. Et je crois qu'on lui a donné, bon, on lui a pas donné 20 parce que c'est vrai que ça manquait quand même un peu de texture philosophique. Ça manquait parfois d'arguments parce que c'est normal. À 18 ans, on peut pas avoir toute la maturité qu'apporte 5000 ans de philosophie, donc c'est tout à fait normal. C'est ça. Mais elle avait pas eu une note honteuse, au contraire, je crois qu'on lui avait donné genre 13-14, un truc comme ça. Par contre, la question, c'est de savoir si vous allez pouvoir effectivement mobiliser cette pugnacité, ce sens de la lutte avec le sujet. Je pense que c'était une exception. Moi, j'en ai vu très peu des élèves qui étaient capables de développer toute une copie construite avec plusieurs parties, une réflexion, sans jamais faire appel, non pas à des auteurs, mais à des concepts. Et c'est ça, j'insiste dessus, parce qu'on en a déjà parlé. Mais en fait, vous pouvez pas réinventer la philosophie en 4 heures. C'est pas possible. Donc, vous devez toujours vous aider avec des béquilles. Vous devez toujours essayer de raisonner avec des mots, avec des concepts, avec des définitions, avec des notions. Du coup, ça vous fait gagner du temps et ça vous fait aussi, je trouve, ça vous force à penser en dehors de vous-même, d'apprendre des concepts qui sont pas les vôtres. Vous voyez, il y a une espèce de, c'est un peu mégalo de dire, ah, moi j'ai pas besoin d'auteur, je peux réfléchir, j'ai tellement d'expérience de la vie. Non, vous avez pas assez d'expérience de la vie, vous avez pas assez de maturité pour ne pas du tout vous aider d'auteurs, même si vous les citez pas. Vous en aurez quand même un petit peu ingurgité. Du coup, autant assumer les choses. Et quand vous citez le concept de Kant, le concept de Descartes, le concept de Sartre, essayez d'aller les chercher, ne serait-ce que parce que c'est un peu comme si il venait vous faire dialoguer avec vous-même. Tout à l'heure, je disais, on pense toujours à rebours de son intuition. Bah, si vous en restez un peu cantonné à votre intuition, vos discussions avec vos copains, etc., bah désolé, mais ça va jamais aller beaucoup plus loin que votre zone de confort. Et pour en sortir, il faut aller chercher Aristote, Kant, Descartes, je sais pas qui vont vraiment venir vous rentrer dans l'art, quoi. Sinon, c'est trop facile. Oui, c'est ça, faut pas le prendre comme une contrainte, quelque chose de il faut absolument que je le cite parce que sinon on va voir que j'ai pas du tout vu mon cours, mais faut le prendre comme une béquille, comme tu l'as dit, quelque chose qui va vous aider parce qu'en fait, quand on se pose ce genre de questions qui sont quand même difficiles, y réfléchir longuement et péniblement et se dire mais tiens, mais en fait, c'est vrai que ça me fait penser à tel moment du cours dans lequel Spinoza traitait de la liberté. Là, vous allez vous dire, bah en fait, il y a réfléchi mûrement, longuement avant vous, et ça va vous aider à vous-même préciser votre pensée sur le sujet. Exactement. Et même si, à la limite, même si vous vous réappropriez bien la pensée de Spinoza et qu'à la fin, vous connaissez pas par cœur tous les trucs, etc., l'important, c'est d'avoir pu penser avec Spinoza pendant, je sais pas, une demi-heure, un quart d'heure. Vous pensez avec Spinoza et vous vous aidez, en fait, de tout ce qu'on vous donne, la philosophie. Voilà. C'est parce que ces philosophes ont formulé des idées intéressantes qu'on les utilise. Et nous, on n'est pas là, enfin, les profs sont pas là avec leur répertoire de noms et ils vont cocher en fonction de si vous les avez mis ou non. C'est juste, ils vont se dire, ah bah tiens, là, il a bien formulé cette pensée et il se trouve que Sartre l'avait dit avant. Je vois que dans le chat, il y a quelques impatiences concernant l'explication de texte. On va y venir très prochainement parce que les méthodologies sont pas les mêmes. On en finit juste avec la dissertation. Ouais. Donc là, on a été au stade du développement. Un point important, c'est une question qui a été posée pas mal aussi, c'est celui des transitions. Ah oui. Donc, c'est quoi en fait des transitions? À quoi ça sert? Comment on les fait? Une transition, ça va être une cheville. Enfin, ça va être c'est comme un coude. Là, mon coude. C'est quelque chose qui va faire la jonction entre une partie de votre raisonnement et une autre partie de votre raisonnement de la manière la plus intelligente possible. Donc, une bonne transition, je pense, elle reprend pas tous les éléments de votre partie d'avant pour dire ah non en fait c'était nul, on va passer à la partie d'après. Comme le disait très bien Samuel tout à l'heure d'ailleurs c'était même pas Samuel, c'était quelqu'un qui l'avait dit je crois dans le chat, mais le pourtant, c'est le grain de sable qui met un petit peu, qui fait que la première partie marchait pas très bien, que la deuxième partie suffit pas. C'est le petit grain de sable. C'est la transition, elle explicite le problème qui peut survenir et pose une nouvelle question. Pardon. Mais tu es tout à fait pardonné. Et voilà, on en arrive à la conclusion. Qu'est-ce que c'est la conclusion? Et une question qui revient beaucoup, c'est est-ce qu'il doit y avoir une ouverture à la fin de la conclusion? Alors du coup, pour l'ouverture, je vous réponds, c'est pas la peine de faire une ouverture, c'est souvent casse-gueule.
Mmh. Et surtout, ça vous fait perdre du temps. C'est ennuyeux à lire parce que grosso modo, ça va toujours être la même chose. Parce que vous aurez genre 30 secondes pour la faire, donc vous allez tous dire un peu un truc qui vous passe par la tête. À part si vous avez une idée de génie, mais c'est quand même assez rare. Non, pas que vous ayez des idées de génie, mais que ça vienne comme ça le jour du bac. Du coup, une bonne conclusion, c'est quoi? Si vous n'avez pas encore beaucoup parlé des enjeux du sujet, c'est-à-dire comment le sujet s'articule avec notre vie quotidienne, avec notre vie collective, politique, esthétique, etc., c'est là où il faut vraiment y aller. Il faut se dire, qu'est-ce que, qu'est-ce que la réponse à cette problématique change concrètement à ma vie? Si la réponse c'est ça, alors voilà, je sais pas, dans ce cas-là, tout le système judiciaire s'écroule. Enfin, essayez vraiment, on parlait de dramatisation, là, il s'agit de rappeler un peu cette dramatisation. Mais avant de rappeler les enjeux, vous pouvez tout simplement rappeler votre problématique initiale, peut-être synthétiser Mmh. rapidement votre progression. C'est un peu une occasion pour le correcteur aussi de se rafraîchir la mémoire. Il va voir comment vous avez progressé, montrer la cohérence du tout, plutôt que de, voilà, on a lu plein de choses, maintenant voilà le fil rouge. Globalement, rappeler le fil rouge, rappeler les enjeux et pas faire d'ouverture. Oui, et pour revenir sur la question du nombre de pages de tout à l'heure, quand même, si on a fait une introduction un peu ficelée, un développement, une conclusion, on doit en être, je pense, quand même minimum à 4-5 pages, quoi. Ouais, Voilà, faut pas trop en faire, mais faut pas trop peu en faire non plus. ouais. Voilà, paniquez pas si vous êtes à 3,5, 4, mais à vue de nez, c'est ce que ça doit donner. Surtout si vous sautez des lignes. Si c'est une dissertation entière, c'est vrai que si ça dépend de votre écriture, mais moins d'une copie double, vraiment, si vous êtes à 2 pages, 3 pages, c'est un peu bizarre. Ça veut dire que vous avez un peu eu la flemme d'écrire beaucoup, quoi. Mm. C'est pas, c'est pas grave, hein, mais faut pas faire ça le jour du bac, quoi. Très bien. Alors on va passer à la méthodologie de l'explication de texte. Je réponds juste à 2 questions du chat qui ont été posées tout à l'heure. Il y en a une sur les notions les plus probables. Alors on a fait un article sur philomag.com sur le sujet que vous pouvez retrouver facilement. Vous tapez sujet probable Philomag, dans lequel on dit que c'est toujours très risqué, et en fait il faut pas le faire, de faire des pronostics. Simplement on peut faire comment dire, on peut analyser ce qui est tombé les années précédentes, en 2019, 2021, 2022, 2023, et aussi bien dans les filières générales que technologiques. Il y a eu beaucoup de sujets liés à l'actualité, donc des sujets qui portaient assez portés philosophie politique, question de justice. On avait aussi en série techno savoir est-ce ne rien croire, la technique nous libère-t-elle de la nature, qui sont des sujets assez transversaux d'ailleurs, hein, si vous regardez bien, technique et nature sont 2 notions du programme. Donc on dit ça comme ça. Le bonheur et le temps sont des sujets qui sont pas tombés depuis 2019. Mais on vous déconseille de ne réviser que ces 2-là. Et question révision, une autre question qui a été posée, c'est conseillez-vous de réviser des problématiques et des plans, ou plutôt des auteurs si on n'a pas le temps? Il me semble qu'au vu de ce qu'on a dit, là on est 2 jours avant, je pense que c'est quand même mieux de se pencher plutôt sur les problématiques Oui, que les auteurs. ouais, Les auteurs, vous en aurez de toute façon au moins 1 ou 2 en tête. ouais, Voilà. ouais. Sans apprendre par cœur des plans, parce que ça se Oui, voit. ouais. Ça vraiment, enfin, faites attention parce que parfois on a l'impression d'être malin, mais Hmm. en fait on fait la même erreur que tout le monde, c'est-à-dire on a vu à peu près le même sujet en cours ou bien on a appris par cœur Hmm. un plan et on le ressort alors que c'est pas vraiment le même sujet. Ça peut effectivement parfois ça peut dépanner, ça peut faire un espèce de premier jet quoi qu'après on va corriger. Mais faites quand même très attention parce que ça se voit Hmm. et les correcteurs aiment pas trop en général la paresse intellectuelle et la récitation de cours. Ça peut être un bon appui, une bonne manière de se donner confiance, on va dire. Vous pouvez Hmm. apprendre des plans, vous pouvez même l'écrire sur votre brouillon, mais après faites toujours l'effort de dire en quoi ce sujet est différent et Oui. qu'est-ce que ça implique, est-ce que je dois changer mes parties, etc. Hmm. Parce que sinon c'est vraiment gros comme une maison quoi. Ouais, parce que les sujets sont tous différents et vous Ouais. n'aurez jamais un plan qui sera applicable exactement tel quel le sujet qui vous sera donné. Et Par contre, surtout, ça vous, ouais. ça vous apprend des mécanismes Oui. et ça vous familiarise avec. Ouais, bien sûr, c'est plutôt judicieux. Et aussi, je disais que 2 jours avant l'épreuve du bac, si vous découvrez de A à Z un plan, que vous n'avez pas le temps de vous l'approprier, c'est peut-être un petit peu dangereux aussi de le réutiliser tel quel, rien que pour ça, parce que Hmm. vous n'aurez pas le temps de vous vraiment être familier, quoi. Ok, bon, on est à une grosse On passe demi-heure, donc aux c'est pas commentaires. mal. On passe au. Voilà.
Alors, commentaire ou explication déjà? Alors du coup, moi je dis commentaire, mais c'est vrai que c'est explication et commentaire normalement. Euh, la partie qui est la plus, on va dire, la plus valorisée, Hmm. ça va être, je pense, la partie explication. Parce que l'explication, ça veut dire, étymologiquement, ça veut dire dérouler, déployer, dénouer quelque chose. Du coup, quand vous lisez un texte philosophique, à part si vraiment vous êtes extra lucide, mais en général, il n'est pas évident. Et s'il a l'air trop évident, c'est que vous avez raté peut-être un truc dedans, quoi. Donc, déplier, dénouer, le sujet, ça va être la partie explication. Il va s'agir de prendre des moments de l'argumentation d'un auteur et d'expliciter leurs sous-entendus, de conceptualiser. Si par exemple, il donne plein d'exemples, on va essayer de trouver un concept qui vient chapeauter tous ces exemples. Je sais pas, une espèce de synthèse, quoi, un mot qui résume tout. Quand ça sera trop abstrait, là, va falloir mettre les mains dans le cambouis et trouver des exemples, parce que ça arrive aussi d'avoir des textes très abstraits, et vous, votre Hmm. boulot, ça va être de montrer que vous pouvez l'illustrer. Ça peut être aussi, tout simplement, essayer de montrer la portée de la thèse de l'auteur. On va revenir après sur ce que c'est qu'une thèse, etc. Mais cette partie d'explication, en fait, c'est une partie où vous allez aller plus loin que simplement la reformulation. Et ensuite, la partie commentaire, j'appelle ça commentaire parce que généralement, l'approfondissement, on l'appelle comme ça. Enfin, moi, en tout cas, en tant que prof, je disais que c'était le commentaire, c'est la partie où on a expliqué le texte et maintenant, on va le mettre en résonance avec d'autres auteurs qui ont, par exemple, posé le même problème. On va aller chercher peut-être les limites ou bien pointer une ambiguïté. Au contraire, noter à quel point la thèse est originale et à quel point elle est étonnante. Enfin, en fait, le commentaire, ça va être le moment où on va prendre un peu de recul sur le texte et on va un petit peu le mettre en résonance avec Hmm. d'autres notions, d'autres problèmes. Mais c'est pas la partie la plus importante. Si vous avez une bonne explication solide, ce serait déjà très bien. D'accord, donc oui, l'intitulé du sujet d'ailleurs c'est explication de Ouais. texte. Et alors là, la grande difficulté, c'est une question qui revient systématiquement, c'est comment éviter la paraphrase et aller dans le fond de l'explication. Ouais, c'est vrai que c'est une question qui est difficile parce que euh, moi, par exemple, je suis pas sûre de pas savoir faire un- une explication de texte sans passer par un moment dans ma tête Hmm. un truc de paraphrase. Parce que c'est normal. Vous êtes devant quelqu'un qui parle pas comme vous, qui s'exprime de manière parfois très alambiquée. Donc déjà, si vous réussissez à reformuler de manière claire dans votre tête ce que dit l'auteur, ça fait partie du travail. C'est normal. Après, ce que vos profs vous disent quand ils vous disent de pas faire de paraphrase, c'est de pas en rester à la paraphrase dans votre copie. Hmm. Et ça aussi, c'est normal parce que ils ont envie de voir ce que vous comprenez du texte, pas simplement que vous savez le reformuler. Donc la paraphrase, déjà une première chose pour essayer de l'éviter, c'est toujours d'aller voir les sous-entendus du texte. Donc quand vous avez envie de juste reformuler une phrase, vous direz toujours qu'est-ce que ça implique concrètement. Par exemple, je sais pas si j'ai pas de phrase par cœur d'auteur parce que j'ai jamais appris de citation de ma vie, mais j'imagine que je sais pas quand Sartre dit l'enfer c'est les autres, vous pouvez pas dire dans cette phrase Sartre dit que les autres sont très difficiles à vivre ou je sais pas que l'homme je sais pas l'homme a du mal à vivre en société, je sais pas quoi dire, en plus c'est un peu un contresens, mais vous allez Hmm. dans ce cas-là dire bah pourquoi c'est étonnant qu'il dise ça, pourquoi est-ce que il est aussi radical dans sa manière Hmm. de l'enfer, c'est quand même un mot très fort, donc questionner ce terme d'enfer. Euh, Quelle est la fonction en fait de cette phrase dans l'économie du texte? Donc au lieu de juste donner le sens, essayez de vous demander pourquoi il a dit ça. Toujours pourquoi. Pourquoi cette formulation? Pourquoi ce mot et pas un autre? Pourquoi à cet endroit-là du raisonnement et pas un autre? Qu'est-ce qu'il aurait pu dire à la place qu'il n'a pas dit? Posez-vous les questions les plus bêtes, mais qui vont être aussi les plus efficaces, c'est-à-dire pourquoi? Alors Hmm. que, bon, on aura envie juste d'être des buvards qui reçoivent le texte et qui le recrachent. Vous allez devoir aller le titiller un petit peu. Hmm. Donc ça, c'est repérer les sous-entendus. Ensuite, n'hésitez pas à expliciter, je sais pas si par exemple, dans un texte, vous avez plusieurs exemples à la suite ou plusieurs définitions à la suite. Essayez de les comparer les uns par rapport aux autres. Hmm. Par exemple, il y a un texte de Spinoza où il explique la liberté et où il donne plein d'exemples. Il donne l'exemple d'un caillou, il donne l'exemple d'un ivrogne, d'un enfant, enfin, il donne plein d'exemples. Et du coup, on est un peu perdu en tant que lecteur et
un truc qui peut être utile, c'est de comprendre pourquoi il utilise tels exemples à tel moment. Donc resituer dans l'économie globale du texte, ça peut être une bonne manière d'éviter la paraphrase. Parce que souvent la paraphrase, on l'utilise quand on est un peu perdu. Et après aussi, troisième conseil, si vraiment le texte vous donne l'impression d'être très obscur, vous pouvez le dire aussi. Vous pouvez dire, là, il y a une ambiguïté. Là, le texte est difficile à comprendre. Voilà les différentes interprétations. Bien sûr, vous allez être obligé de trancher une interprétation, mais le fait de montrer que vous avez eu des difficultés ne sera pas retenu contre vous. Il vaut mieux généralement affronter une ambiguïté plutôt que de faire semblant qu'elle n'existe pas et la passer à côté. Voilà, en gros. Ouais, je vais passer à une autre question, Ouais. mais avant ça, je note quand même que tu as dit que tu n'avais jamais appris de citation de philo de ta vie. Non. Et pourtant, tu as eu l'agrégation de philosophie qui a eu le concours le plus difficile. C'est bien la preuve Ouais. que c'est vraiment pas si Bien la utile que preuve. ça. Une question qui revient très souvent et qui est posée dans le chat. Est-ce que c'est grave de ne pas connaître l'auteur du texte qu'on doit C'est- expliquer? C'est vraiment pas grave. Vraiment, il y a un auteur qui s'appelle Wittgenstein qui faisait super peur. Je sais pas pourquoi. Un moment, j'avais donné à mes élèves un sujet de texte de Wittgenstein. Je sais pas pourquoi ce nom était inconnu au bataillon. Je l'avais jamais prononcé, alors que je sais qu'il y a plein de profs de philo qui l'utilisent, mais vraiment, ils connaissaient pas du tout. Et du coup, c'était la panique totale. Et je crois que c'était le DES qui avait les meilleures notes. Parce que du coup, vu qu'ils connaissaient pas du tout l'auteur, bah en fait, ils ont vraiment joué le jeu d'essayer de comprendre le texte sans plaquer leur cours. Du coup, c'est limite bien. C'est limite mieux, ouais. Par contre, c'est quand même intéressant. Si vous connaissez pas l'auteur, c'est pas grave. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de connaître des auteurs qui ont abordé à peu près la même question, ou bien qui ont des thèses voisines. Parce que du coup, vous pourrez, certes, vous connaîtrez pas l'auteur, mais vous pourrez comprendre en quoi la pensée de cet auteur-là est originale, elle est étonnante, elle est bizarre, etc. Et c'est vraiment ça, en fait, le but de l'explication de texte, c'est de montrer comment une thèse va répondre à d'autres thèses dans l'histoire de la philo, à quel point elle va être unique, en fait. Du coup, c'est vrai que c'est pas parce que vous connaissez pas l'auteur qu'il faut vous dire ah, c'est comme un commentaire littéraire, c'est bon, j'ai besoin d'aucune connaissance. C'est pas vrai. Vous allez devoir, peut-être même plus que si vous connaissez l'auteur, vraiment aller solliciter tout votre background de toute l'année. Oui, là, ça peut être un bonus, en fait. C'est-à-dire, Ouais. par rapport au premier sujet qu'on a abordé, qui est le langage déforme-t-il la pensée. Si vous avez un texte de Henri Bergson qui défend cette thèse, et qu'il se trouve qu'au cours de l'année, vous avez vu la pensée de Maurice Merleau-Ponty sur la question qui dit il n'y a pas de pensée sans langage, ben, vous allez y penser. Et ça peut être intéressant à un moment de le mentionner, quoi. Parce que c'est pas gratuit, parce que là, il y a vraiment une tension fondamentale avec deux thèses qui s'opposent en histoire de la philosophie. Et si cette thèse est présente dans un texte qu'on vous donne à expliquer, c'est que le texte est important, précisément. Il faut essayer que vous montriez justement en quoi ce texte, quel est l'intérêt de ce texte en fait. C'est ça. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais ça peut être un bon conseil même en général. Quand vous lisez, je sais pas, le commentaire pour la première fois, que vous lisez le texte pour la première fois, et vous essayez de comprendre la thèse, peut-être c'est bien dans un coin de votre tête vous dire, ça serait quoi la dissertation correspondante au texte? Essayez juste de faire cet exercice. D'ailleurs, on va y revenir, hein. C'est une partie de l'analyse de l'explication de texte, c'est de trouver le problème du texte. Et le problème du texte, en fait, ressemble pas mal à un sujet de disserte. Et enfin, en fait, c'est un peu une disserte à l'envers, quoi. C'est vous analysez la disserte de quelqu'un d'autre, et en raccrochant ça à un sujet de disserte, vous pouvez peut-être effectivement donner de la profondeur à votre réflexion, parce que vous allez penser à d'autres auteurs. Ouais, très intéressant de le prendre comme ça. Justement, on a une question dans le chat qui dit comment est-ce qu'on trouve la thèse d'un texte? Est-ce que c'est une phrase du texte ou c'est une phrase qu'on doit formuler nous-mêmes? Alors du coup, c'est une très bonne question, parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas totalement tranchée. Ça va dépendre un peu du texte. Parfois, il y a des textes où vous allez avoir une thèse qui va apparaître, qui va être, on va dire, l'idée principale de l'auteur. Attention, il y a pas toutes les phrases sont pas des thèses, et il n'y a pas forcément une seule grande thèse. Il faut être un peu subtil quand vous allez lire le texte. La thèse de l'auteur, je dirais que c'est la grande idée que l'auteur va chercher à vous faire avaler, quoi. C'est la grande idée dont il essaye de vous convaincre.
Donc pour ça, il a à sa disposition des arguments, des exemples, des contre-arguments, tout ce que vous voulez, etc. Mais qu'est-ce qu'il essaie de vous vendre? C'est ça la thèse. Donc effectivement, parfois, il montre il est très transparent. Vous allez voir sa vitrine, il y aura une phrase. Souvent chez Kant, c'est comme ça. Les auteurs allemands, c'est souvent des phrases qui sont assez claires. Parfois, c'est à vous d'aller voir un petit peu ce qu'il essaye de vous faire passer. Et dans ce cas-là, c'est vrai que parfois, vous devez reformuler la thèse. Dans une thèse, ce qu'on va vouloir trouver, c'est une idée forte. Donc une thèse, ça peut pas être un exemple. C'est très rarement, c'est même jamais un exemple. C'est pas, je sais pas, ça va pas être un argument par l'absurde ou bien une idée en passant. Ça va vraiment être quelque chose de central qui va répondre à une question. Et c'est là où on peut parler aussi des problèmes. Et donc, comme c'est une explication, on explique par grands moments du texte. Ouais. Et alors, il faut aussi faire un plan qu'on doit annoncer. Ça marche un peu comme en dissert, la méthodologie. Il faut aussi une intro, un plan, une conclusion. Ouais. Alors du coup, la méthodologie du commentaire de texte, généralement, moi je présente ça un peu comme un espèce d'entonnoir. On va partir de quelque chose de général, c'est-à-dire le thème du texte, on va dire l'idée, la notion, la grande idée sur laquelle porte le texte. Par exemple, ce texte porté sur la conscience, vous pouvez commencer par présenter le texte et dire quelle va être sur quel sujet il porte, quoi. Si vous devez le raconter à votre petite sœur. Ça, c'est l'accroche, c'est une question du chat. Ouais, accroche, c'est un petit peu ambitieux parce que c'est pas forcément super accrocheur de dire voilà, Jean-Jacques Rousseau se pose la question 2, mais parfois vous aurez pas mieux. Du coup, l'idéal, c'est d'avoir une question que toi ou moi, on pourrait se poser, et du coup, on va dire, ah, mais comme par hasard, Jean-Jacques Rousseau a écrit un texte sur le sujet, mais si vous trouvez pas cette accroche, encore une fois, c'est pas grave. C'est mieux, en général, de commencer par une question que tout le monde peut se poser, mais si vous en avez pas, l'important, c'est que apparaisse assez vite l'objet du texte. Et par objet, j'entends au sens large. Par exemple, je sais pas, est-ce que c'est normal de faire, je sais pas, non, j'allais trouver un exemple avec Freud qui est parti en truc sexuel, vaut mieux pas, mais enfin, non, c'est pas normal. Donc, commencer par une question générale. Ensuite, présenter l'auteur du texte, je sais pas, le situer historiquement, citer l'ouvrage dont l'extrait est pris. Et ensuite, vous allez formuler le problème du texte, c'est-à-dire le problème auquel l'auteur essaie de répondre. Le problème, contrairement à la thèse, vous n'allez jamais le trouver dans le texte. Jamais un auteur va vous dire voilà les questions que je me pose et voilà la réponse. À part peut-être, encore une fois, Kant, qu'est-ce que les lumières éventuellement. Mais sinon, c'est très rare. Donc c'est à vous de le reconstituer, un peu comme un enquêteur qui va remonter les pistes pour essayer de trouver quel est le coupable. Vous allez partir du texte pour essayer de comprendre qu'est-ce qui lui courait sur le haricot à ce point-là pour qu'il se fatigue à écrire ce texte. Parce que c'est pas évident d'écrire un texte. Ça prend du temps, il faut quand même avoir la détermination. Du coup, il faut que le problème soit un peu intéressant. Donc, trouvez un problème intéressant. Ensuite, une fois que vous avez le problème, vous pouvez amener la thèse. Donc là, on a fait notre accroche, on a fait notre présentation de l'auteur, on a présenté notre problème. Ensuite, on dit, voilà la réponse proposée par Jean-Jacques Rousseau, Kant, je sais pas quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle la thèse. Et ensuite, une fois que vous avez présenté la thèse de l'auteur de manière explicite, vous pouvez procéder à un découpage en moments du texte. Du coup, il y a pas forcément 3 moments dans le texte, comme dans une disserte, on dit il y a 3 parties. Parfois, il y aura 2 grands moments, parfois 4. Évitez de multiplier, genre, une phrase, un moment, ça marche pas. Généralement, un moment du texte, c'est une charnière argumentative. Donc, vous allez avoir un connecteur logique fort, l'auteur va aller à la ligne, mettre un alinéa, ou bien il va carrément changer de registre. Du coup, ça, quand vous lisez le texte, essayez peut-être d'être attentif à ces moments charnières, parce qu'ils vont vous donner des indices sur les moments du texte. Les moments du texte, c'est vraiment, voilà, les étapes argumentatives de l'auteur, et voilà, je vais vous les donner. Et surtout, notez les lignes entre parenthèses, parce que ça peut vraiment aider, pour le coup, votre correcteur, parce que votre correcteur, il aura lui-même, je pense, ligné son texte. Donc quand il va corriger, il va se référer au texte et ça vous évitera aussi de recopier des longues portions de phrases super laborieux, quoi.
Oui, ce que tu dis sur les connecteurs logiques, ça me paraît vraiment essentiel. Ouais. N'hésitez pas même à les souligner, les entourer, parce que c'est vrai que si vous avez un toutefois en début de phrase, ça veut vraiment dire que là, on passe à un autre moment, Ouais. presque de manière nécessaire, quoi. Bah, réviser vraiment les connecteurs logiques, c'est la veille de l'épreuve, vous pouvez vous les relire sur Internet. Ça vous aidera aussi pour la disserte, parce qu'en Mm. gros, ce que les auteurs utilisent dans leur texte, vous pouvez aussi l'utiliser en dissertation. C'est juste... Oui, oui. Oui, réviser, c'est important, ces connecteurs. Par exemple, nonobstant, dans ce Et genre de... aussi, conseil, ça c'est pas dans le chat et quoi, mais souvent, un bon moyen aussi d'éviter de coller trop au texte et de paraphraser, c'est d'avoir à son arsenal des verbes qui ne sont pas, qui sont autres que dire ou bien expliquer. Par exemple, Mm. Rousseau explique que, Rousseau machin, etc. Si vous avez des termes du style justifier, illustrer, convaincre, réfuter, enfin ça c'est vraiment, c'est du français. Mais le fait même d'avoir à votre disposition, et vous pouvez les noter hein, sur votre brouillon, moi je le faisais. En terminale, je notais tous les verbes argumentatifs. Et après, au fur et à mesure, je me disais, ah cool, celui-là, je l'ai pas utilisé. Est-ce qu'il fait pas ça à un moment? C'est tout bête. Mais là, on a un exemple. Le langage peut aider la pensée. Si vous avez tous ces mots-là à votre disposition, vous allez voir que en réfléchissant, en lisant le texte ou bien en faisant votre disserte, vous allez automatiquement vous mettre en mode argumentaire. Parce que vous aurez plein de mots beaucoup plus riches que juste expliquer ou dire. Mm. Bon, ça, c'est un peu bête, mais ça marche plutôt bien. D'accord. Et tout à l'heure, on a parlé de la connaissance de l'auteur. D'ailleurs, c'est d'autant plus pas grave, j'allais dire, de ne pas le connaître que il me semble qu'il y a toujours un avertissement en bas du texte qui dit la connaissance, enfin la Ouais. doctrine de l'auteur n'est pas requise. Mais on a quand même une question qui est revenue dans le chat qui dit que en gros, si jamais on a comme je disais tout à l'heure avec Merleau-Ponty, Bergson, si on a la connaissance d'un auteur qui est autre que celui du texte qui est proposé, mais pour lequel il est intéressant de faire une espèce de mise en tension, à quel moment on le fait? Est-ce que c'est dans chaque partie, à la fin? Par rapport à l'explication de texte, je conseille le plus possible de donner la priorité à l'explication, c'est-à-dire à rendre compte du sens du texte avant de venir contester la thèse ou bien la limiter, comme une espèce d'exercice de bienveillance, c'est-à-dire on va pas tout de suite vouloir contredire l'auteur. Par contre, là, c'est vraiment à vous de décider. Moi, je trouve, il n'y a pas vraiment de règles pour ça, en fonction de ce que vous jugez bon. L'important, c'est que vous le mettiez soit à la fin d'une partie, d'un grand moment, soit à la fin de la dissertation. Si par exemple, je sais pas, si par exemple, c'est carrément la thèse tout entière de l'auteur qui a été contredite quelques siècles plus tard, vous pouvez éventuellement Hmm. faire une partie commentaire à la fin qui reprend cette critique en général. Hmm. Mais de manière un peu plus nuancée, un peu plus agréable à lire, peut-être c'est mieux de le distiller au fur et à mesure quand vraiment ça vous semble pertinent. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise manière d'amener des remarques intelligentes. Si vous le faites de manière subtile, c'est très bien. Si vous avez d'abord envie de vous débarrasser de l'explication et ensuite de passer aux commentaires, c'est possible. Mais faites-le de manière un peu bienveillante, un peu subtile et pas simplement dire bon, maintenant on va montrer pourquoi Bergson a tort. Enfin, ça typiquement, ça sera pas très bien accueilli, quoi. Soyez nuancés, quoi. Oui, oui, ça d'ailleurs c'est quelque chose que on a évoqué tout à l'heure dans la méthodologie de la dissertation, la place de la première personne du singulier, du jeu. On vous demande pas de dire si vous êtes d'accord ou pas avec la thèse de l'auteur, on vous Ouais. demande de la restituer de manière la plus précise possible, mais il s'agit pas de dire s'il a raison ou tort. Par contre, il faut essayer de mettre en exergue à quel point c'est une thèse innovante. Ouais. Innovante, fructueuse aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'elle permet de penser beaucoup de choses? Est-ce que, par exemple, on va jamais critiquer la thèse d'un auteur en disant il a tort. On va toujours dire, je sais pas, On pourrait dire que ça peut si- être étonnant. voilà, c'est ça. Plutôt s'étonner que critiquer. S'étonner, ça peut aller dans le bon sens. Ça peut se dire, bah, c'est une thèse très originale. Mais vous n'allez pas dire c'est une thèse très originale. Vous allez dire, bah, c'est une façon étonnante de Hmm. répondre au problème. Vous Un- pouvez, ouais, pardon, j'allais dire, vous pouvez repérer quand c'est un peu pamphlétaire ou polémique aussi ouais. dans certains moments. Le ton peut effectivement beaucoup vous aider.
Par exemple, il y a des textes des auteurs des Lumières, par exemple Rousseau, Voltaire, Kant, etc., qui ont ensuite donné des réformes politiques très fortes. Et donc, c'est des textes aussi qui ont, mine de rien, un petit peu changé la manière dont on voit le monde. Donc, en prendre acte, c'est important aussi de montrer que c'est pas juste intellectuel, mais il y a aussi des enjeux très concrets. Je trouve, c'est important de le rappeler. D'accord. Et donc, on a évoqué l'introduction, le développement et la conclusion d'une explication. Ça consiste en quoi alors? Alors la conclusion, pareil, toujours cette idée de fil rouge. Vous allez guider votre lecteur, lui rappeler le problème du texte, lui rappeler éventuellement la progression du texte. Déjà parce que ça vous rassure à vous-même aussi d'avoir un petit retour sur tout ce que vous venez d'écrire. Et ensuite, ce qui est intéressant dans la conclusion, c'est peut-être de montrer, on l'a beaucoup dit, mais à quel point le texte est unique. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Peut-être que c'est là le moment où vous allez pouvoir une dernière fois montrer à quel point il est fructueux, à quel point il est étonnant, etc., etc. Montrer à quel point le texte est unique et à quel point il est porteur de réflexions politiques, esthétiques, morales, etc. Donc là, c'est un peu comme dans une dissertation où vous parlez des enjeux. Là, c'est un peu la même chose. Vous montrez la portée du texte, c'est-à-dire à quel point il peut avoir un impact. D'accord. Voilà, je signale, j'ai parlé en tout début de ce live des expressos, qui sont les parcours interactifs qu'on vient de sortir. Il se trouve que Apolline, ici présente, a écrit un expresso entier sur, enfin, en tout cas, un module sur le risque de la paraphrase, où tu reviens très en détail sur cette question des connecteurs logiques, de ce piège qui consiste à dire dans cette partie Rousseau explique que, Kant dit que. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Mais voilà, je pense que sur l'explication, on a bien fait le tour aussi. Et alors, on peut peut-être juste continuer un tout petit instant sur, une fois la méthodologie bien débrayée, sur des questions un peu peut-être de cours. On parlait tout à l'heure des concepts importants qui sont révisés plus que des auteurs eux-mêmes, de la biographie, Ouais. des citations surtout, encore une fois. Je sais pas, est-ce que par exemple il y a un concept important dans l'histoire de la philosophie qui te paraît souvent mal compris par les élèves, sur lequel tu voudrais revenir, ou Bah, il y en a plusieurs, je sais pas. par exemple le doute méthodique chez Descartes, Ouais, par exemple, le doute l'impératif catégorique méthodique. chez Kant, enfin je sais pas, hein, L'impératif catégorique chez Kant, en général, il est compris, il est un peu caricaturé, parce qu'on a l'impression que l'impératif catégorique, c'est une espèce de voie un peu comme un commandement divin qu'on serait obligé de suivre, etc. Alors il faut bien comprendre que pour Kant, il y a deux types d'impératifs. Il y a l'impératif hypothétique qui est toujours tu dois faire ceci si tu veux obtenir cela. Et l'impératif catégorique, c'est tu dois faire ceci, peu importe les conséquences de ton acte. Et on dit souvent, oui, mais Kant, c'est pas du tout pratique parce que on a toujours cette idée qui est très rigide et que du coup, quand on agit au quotidien, on est toujours en train un peu de considérer les conséquences de nos actes. Mais il faut réfléchir encore une fois au fait que Kant il se positionne pas comme un prescripteur d'une morale du quotidien. Lui, ce qu'il essaye de dessiner, c'est l'espèce de ligne rouge à ne pas dépasser. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple très concret, sur le droit de dire ou non la vérité. Effectivement, Kant n'est pas idiot. Il a beau vivre à Königsberg tout seul dans son village. Je pense que dans sa vie, il a déjà été face à des gens qui mentaient pour protéger leurs proches, ou bien lui-même a peut-être déjà menti. J'imagine quand même, il a vécu un certain temps. J'imagine qu'il a déjà menti, sinon attention, c'est bizarre. Euh, mais à mon sens, la question de dire on n'a pas le droit de mentir parce que ça mettrait en péril la notion même de vérité. Si tout le monde se disait à dire des mensonges, bah on saurait plus ce qu'est la vérité et ce qu'est le mensonge. Il le dit pas tant pour dire il faut toujours dire la vérité. Il dit juste quand vous ne dites pas la vérité, sachez que vous mettez en péril une règle morale. Donc ça veut dire vous voyez la ligne rouge, vous savez qu'il faut pas la traverser. Vous allez peut-être la traverser, mais l'important c'est de savoir que la ligne existe. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que peu de philosophes autres que Kant disent aussi bien.
C'est de dire la dignité des êtres humains, c'est non négociable. La vérité, c'est non négociable. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des enfants qui travaillent dans les mines de charbon. Ça veut juste dire que c'est pas admissible. Et ça veut pas dire qu'il faut pas se battre pour que ça n'arrive plus. De la même manière, vous pouvez effectivement mentir de temps en temps, mais ça doit pas devenir la norme de votre vie. Sinon, vous allez être dans des problèmes déjà pratiques, et puis ensuite des problèmes moraux, parce que du coup, vous savez plus trop ce qui est la vérité, ce qui est pas la vérité. Donc quand il est là un petit peu pour, avec son impératif catégorique, il n'est pas en train d'avoir une morale. Bon, bien sûr, c'est peut-être un petit peu abstrait, mais ce qu'il essaye de dire, c'est simplement, sachez différencier les moments où vous filoutez, où vous négociez avec la réalité, où vous vous arrangez, et les moments où vous faites votre devoir. Et avoir cette lucidité-là, c'est ça en fait la morale. C'est de savoir la différence entre ce qui est et ce qui doit être, ou ce qui devrait être. Et cet écart-là, bah, c'est ça, c'est l'impératif catégorique. Ouais. Ce qui est très intéressant et important dans ce que tu as dit, c'est sur le fait que on sait plus ce qu'est la vérité. Si tout le monde se met à mentir, la définition devient très floue. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des questions dans l'impératif catégorique de les grands repères du monde, de la vie en société. Et un autre exemple qu'on pourrait prendre, parce que le classique c'est celui de la vérité, mais ce serait celui du vol, par exemple. Si tout le monde vole, on ne sait plus définir la propriété. Et même un seul vol, mais en quelque sorte, commence déjà à mettre en péril la définition même de ce que c'est que la propriété. C'est aussi en ce sens-là que c'est qu'on parle de ce qui est admissible ou non. Alors, tout à l'heure, dans le chat, on avait une question sur l'anneau de Gigès chez Platon. Est-ce que tu te rappelles de ça? Bah oui, c'est la fable de ce roi qui avait un anneau qui le faisait disparaître. C'était pas un roi d'ailleurs, c'était un homme du commun qui avait un anneau qui le faisait disparaître aux yeux de tout le monde. Du coup, la question qui est posée par ce mythe, qui est développé dans je sais plus c'est dans quel dialogue. Je me demande si c'est pas dans la République de Platon. Ouais, c'est dans la République. Ouais. C'est ça, c'est sur la justice. Ouais. Ouais, en fait, la question qui est posée par ce bon Gigès, c'est que c'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, l'anneau qui fait disparaître et qui peut transformer quelqu'un de très bon en quelqu'un de très méchant. Et en fait, à partir du moment où on n'est plus vu par nos pères, P-A-I-R-S, pas par nos papas, à partir du moment où on n'est plus vu, est-ce qu'on continue à quand même se comporter de manière juste, c'est-à-dire est-ce que finalement la seule chose qui nous retient pas d'être méchant ou mauvais, c'est pas la conscience qu'on va se faire pincer, quoi. Et ça, c'est une question qui est super intéressante et super actuelle parce que avec les réseaux sociaux, par exemple, l'anonymat, le harcèlement en ligne, tout ça, la question de pas pouvoir ensuite répondre de ses actes parce qu'on ne nous aura pas vu, elle se pose énormément. Et donc, la question derrière, c'est savoir est-ce que l'homme est fondamentalement mauvais et n'est juste que parce qu'il est en société contraint, ou est-ce que l'homme est fondamentalement bon, et ça sera plutôt la thèse de Rousseau, et c'est au contraire parce qu'il est en société qu'il devient mauvais. Oui, voilà, vous voyez, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais Platon, par exemple, c'est pas juste un auteur chiant que vous devez apprendre par cœur, c'est aussi un philosophe qui vous aide à penser une problématique qui est encore très saillante aujourd'hui. Par exemple, moi j'étais en train de penser, pendant que tu parlais, à la notation sociale en Chine. Le théoricien de la notation sociale dit la prison, les sanctions, ça marche pas, ce qui marche, c'est la pression du regard des autres sur soi-même. Et ça, le fait de pouvoir disparaître pour faire ce qu'on veut, c'est des choses qu'on peut mettre en relief, quoi, les unes par rapport à l'autre. C'est vrai que le fait d'être tout le temps vu, par exemple, si vous prenez un Uber ou si vous avez une interaction sociale avec quelqu'un, avec un prestataire qui va être noté, par exemple sur Airbnb, etc., bah, il sait qu'il va être noté, et du coup, il va se comporter de manière très polie. Vous allez aussi vous comporter de manière très polie, donc vous retirez les draps, vous retirez tout ça, etc., parce que vous savez que vous allez être noté, quoi. Mais est-ce que ça dit quelque chose de votre moralité intrinsèque? Je sais pas. D'accord, on est à plus d'une heure de live. Je sais qu'il y a des gens qui sont arrivés entre-temps et qui posent des questions sur la dissertation. Le replay du live sera en ligne sur philomath.com demain. Vous pourrez aller voir ce qu'on a dit. On a abordé en détail toutes les questions de méthodologie, introduction, développement, conclusion, annonce de plan, définition des termes du sujet. Donc vous inquiétez pas si vous avez raté, parce que là on va bientôt s'arrêter.
Mais Il y a aussi l'expresso pour tout ce qui est analyse du sujet et problématique. Il y a un expresso, donc un petit parcours en ligne avec plein d'exemples et d'exercices aussi, si vous voulez. voilà, Certes. sur philomath.com, vous verrez, il y a tout en haut des petites sections et tout en haut à droite, vous avez Expresso et Bac Philo. Moi, juste avant qu'on termine, il y a une chose qui me paraît fondamentale, qui est peut-être pas si vue au cours de l'année, c'est la question des repères. Ces couples de concepts en actes, en puissance, absolu, relatif, qui vous serviront à la fois pour la dissertation et l'explication de texte. L'explication de texte, vous allez voir, c'est des concepts que les auteurs emploient, et si vous savez bien les distinguer, les mettre en tension avec un autre couple, ça vous servira. Donc n'hésitez pas, là aussi, dans notre section bac philo, on a tout un ensemble consacré aux repères. Typiquement, ça, c'est une très bonne chose à faire à 2 jours du bac. Parce que, comme je disais tout à l'heure, parfois le vocabulaire permet de préciser la pensée. Et je trouve que souvent on néglige un peu les repères, alors que justement, à un moment juste avant l'épreuve, c'est justement c'est le bon moment pour approfondir ça, quoi. Juste lire, relire, essayer de s'approprier, ça marche bien. Mais voilà, quand même, on n'est que à 2 jours. Donc là, je vois qu'on nous demande, par exemple, s'il y aura un autre live d'ici mercredi. Non, il n'y en aura pas. Et c'est sans doute pas plus mal parce que, quand même, demain soir, je pense que un conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de vous arrêter, quand même, de souffler, ça servira plus. Ouais. Voilà, je pense que vous en saurez quand même suffisamment et ça va bien se passer. Moi, ce que je vous conseille, la veille du bac, si vous voulez vraiment faire quelque chose d'intelligent, vous pouvez regarder un film qui est, je sais pas, qui est dans votre manuel de philo ou dont votre prof vous a parlé, ou même un film, d'ailleurs pas forcément recommandé, mais regardez un film en essayant de voir comment vous pourriez l'utiliser dans une disserte. Ça marche assez bien, même si c'est pas bon, c'est pas forcément des grands chefs-d'œuvre du cinéma, mais si vous avez envie de vous détendre, essayez de vous détendre en ayant toujours en tête, tiens, c'est quoi les questions philosophiques que ça pose? Si vous avez, je sais pas, vous lisez un magazine, essayez de transformer un peu votre soirée en questionnement philosophique. Ou bien, si vous stressez vraiment, et moi je sais que ça marchait plutôt bien, d'expliquer des parties de votre cours à vos parents ou à vos frères et sœurs ou à vos copains. Essayez ne restez pas seul, quoi. Ouais. Soit détendez-vous, soit parlez à des gens. Mais c'est pas la peine, effectivement, Samuel a raison de s'épuiser jusqu'à 4 heures du matin. C'est pas forcément efficient. Sur la question du film, il y a une interrogation qui revient souvent, c'est à quel point on peut citer des œuvres de la pop culture. Par exemple, est-ce qu'on peut citer un morceau de Booba? Est-ce qu'on peut citer la série Emily in Paris, ce genre de choses? Qu'est-ce que tu répondrais, toi, à ça? Quel est ton conseil? Parce qu'il n'y a pas, il y a pas vraiment d'obligation de citer de la culture classique, et on peut très bien citer de la pop culture. La question, c'est de le faire de telle manière à ce que même une personne qui connaît pas se sentira pas totalement perdue. C'est-à-dire, si vous citez Emily in Paris, si vous citez, je sais pas, l'année dernière, j'avais une élève qui me citait tout le temps les Avengers, tout le temps. C'est un super exemple, les Avengers, parce que avec les Avengers, on peut parler de la justice, on peut parler de la violence, on peut parler de l'État, c'est génial. Mais si vous expliquez à un prof de philo, vous savez pas de quelle génération il est, vous savez pas quel film il a vu, si vous commencez à parler de Black Widow, de Captain America, sans expliquer qui sont ces personnes, je sais que ça peut être un peu bizarre. Donc, assurez-vous bien toujours, et si vous savez pas expliquer pourquoi vous utilisez un exemple, et si vous savez pas le contextualiser, c'est peut-être signe que vous voulez juste mettre un exemple pour mettre un exemple. Genre, une punchline de Booba n'équivaudra pas à un exemple. Il faut expliquer pourquoi elle est intéressante, pourquoi elle est frappante, qu'est-ce qu'il en dit. Et là, vous pouvez vous amuser. C'est le moment de montrer que vous réfléchissez même à des objets qui sont pas forcément philosophiques, quoi. Ça peut être très drôle, même. Ouais, deux choses par rapport à ça, c'est s'il y a une scène d'un film, vous n'êtes pas forcément sûr que ça va être bien vu ou quoi, bah, vous avez qu'à le transformer en expérience de pensée. Vous avez qu'à dire, imaginons que vous tombez sur une personne dans le besoin, dans la rue, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais qui se trouvait être dans un film, vous n'êtes pas obligé de citer le film si vous n'êtes pas sûr. Et autre chose par rapport à ce que tu viens de dire, il faut pas essayer de trop jouer la connivence avec votre correcteur qui connaît pas forcément ce que vous connaissez, ou à l'inverse, ne pas faire comme si vous connaissiez si vous connaissez pas.
Ça, c'est quelque chose. Si vous avez un texte de Descartes, vous n'allez pas commencer à dire ce fameux Descartes, quel grand philosophe, quel grand homme. Ça se trouve, votre prof, il aime pas Descartes, ou alors il en a pas grand-chose à faire, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, on avait 3 questions un peu annexes sur lesquelles on va finir, je pense. Euh, Déjà, le vin est-il possible? Est-il possible d'avoir vin au bac en Oui, philo? c'est possible. Voilà. J'en ai mis. Je certifie. Est-ce que le bac blanc, c'est plus dur que le bac philo? C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu Est-ce que le dire. bac blanc est plus sûr que le bac philo? Bah, ça dépend un peu des sujets que vous avez eus. Mais je pense qu'il est plus dur parce que quand vous passez le bac blanc, vous savez pas encore ce que vous allez avoir à Parcoursup et vous avez pas fini l'année. Du coup, peut-être qu'il y a des choses qui vous semblent impossibles alors qu'à la fin de l'année, vous êtes en général plus serein. Et ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que profitez des 4 heures, enfin, prenez votre temps. Essayez pas de torcher le bac philo parce que vous en aurez que un dans votre vie. Mm. Vous allez sans doute en parler à vos petits-enfants, peut-être qu'il sera supprimé, donc Ouais. vous serez les derniers vétérans, etc. C'est assez rare d'avoir pendant 4 heures l'espace de réfléchir. Donc essayez de vous l'offrir et vous pourrez toujours aller chercher votre kebab à midi. Vous êtes pas obligé de rejoindre vos copains qui sont sortis au bout de 2 heures, quoi. C'est pas grave. Enfin, profitez-en. C'est pas, je dis pas ça, je dis ça aussi parce que j'ai l'impression que parfois on s'auto-censure et on a envie d'être cool, d'aller vite, etc. Mais c'est génial parce que quand on surveille le bac, on voit tous les sourires sur les têtes des élèves. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui en fait finissent par bien aimer. Au bout de 2 heures et demie, ils ont des crampes comme ça, mais ils continuent à écrire. Et si vous êtes tenté d'abandonner, dites-vous, bah peut-être que je peux rester 1 heure de plus et essayer de faire cette troisième partie. Allez, je vais tenter le coup. Si vous l'avez jamais fait dans l'année, vous avez jamais fait de disserte, jamais fait de troisième partie, que vous avez toujours pris les trucs les plus planqués, etc. Vous ne faites pas forcément ça. Mercredi, vous pouvez y aller et choisir quelque chose qui vous fait plaisir. Vraiment, enfin, se faire plaisir, c'est super important. Parce que c'est ça qui va vous faire aller au corps à corps avec le sujet, qui va vous donner envie d'y revenir, de réfléchir, de redéfinir. Et ça sent aussi dans la manière dont vous allez écrire. Ouais, je trouve ça absolument fondamental ce que vient de dire Apolline parce que on est dans des sociétés qui vont quand même extrêmement vite. On n'a pas souvent la place de réfléchir de fond en comble à une question importante. Là, vous avez l'occasion de Ouais. le faire et ça peut être extrêmement stimulant et grisant quoi, intellectuellement. Et vous aurez pas beaucoup d'autres occasions. Peut-être que ça vous laisse un peu circonspect là comme ça, mais demandez aux adultes autour de vous, Ouais. généralement, ils regrettent un petit peu ce moment de réflexion profonde qu'ils ont pu avoir sur un sujet et ils se disent qu'ils aimeraient bien de temps en temps refaire un peu de philo, quoi. Mm. C'était qu'un an. Effectivement, en plus, c'est une épreuve qui est un peu malmenée, on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Mm. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion quand même de vraiment le prendre au sérieux, et de réfléchir à ce qui vous est demandé, Ouais. c'est Et c'est aussi faites-le. une manière de réussir votre épreuve parce que si vous essayez pas de passer à côté du sujet en faisant un journal intime, un récital de cours, ou bien, je sais pas, une liste d'exemples sans queue ni tête, si vous essayez vraiment de vous confronter au texte ou de vous confronter au sujet de disserte, c'est là aussi que votre correcteur il va être content, quoi. Si vous avez envie de traiter le sujet, bah tout le monde y trouve son compte parce que du coup, vous allez sans doute mieux le traiter que si vous faisiez quelque chose d'automatique en mode bachotage, quoi. Donc Ouais. prenez des risques et soyez un peu courageux parce que généralement ça paye. Voilà, et à propos de risque, toute dernière question, est-ce que c'est risqué de prendre le texte si c'est l'épreuve la plus choisie par les élèves? Alors c'est pas, enfin, de toute façon c'est un risque subjectif. Hein, il y a des gens qui sont très forts à l'explication, d'autres à la disserte. Je pense que ne vous posez pas ces questions en ces termes-là. Si vous allez voir les 3 sujets, il y a 2 sujets de dissertation et un sujet d'explication, il me semble. Oui. Dans tous les cas, même si vous choisissez la disserte, lisez quand même le texte. Essayez de voir s'il vous parle, si c'est proche de thématiques que vous avez bien révisées. Comme on disait tout à l'heure, si vous avez toute une constellation d'auteurs à peu près liés, voilà, si vous avez bien travaillé la justice et que c'est un texte sur la justice, même si vous connaissez pas l'auteur, c'est peut-être une bonne occasion de prendre le texte. Par contre, si vous avez un coup de cœur pour le sujet de disserte, ou qui vous parle vraiment, allez-y. Je pense qu'il faut pas se donner de règles a priori, pas se dire il y a un plan A, un plan B, etc. De toute Hmm. façon, c'est pas parce que c'est pas un concours en fait. Donc beaucoup de gens peuvent prendre l'explication et beaucoup de gens peuvent avoir des Hmm. bonnes notes. Oui. Donc il faut vraiment pas se donner ce genre de règles.
Voilà, donc on répète ce qu'on a dit, hein, il est encore temps de fouiller un peu la page Instagram, sur le site, d'aller regarder la section bac philo et expresso. L'adresse de l'expresso, c'est philomac.com/expresso, si jamais vous voulez regarder juste ça, parce que c'est vrai que ça se fait relativement vite, c'est interactif, Ouais. c'est très riche, il y a plein de choses dedans, notamment ceux qui sont consacrés à la méthodologie. Et voilà, retenez surtout peut-être le petit accès de lyrisme qu'on vient d'avoir sur le fait que c'est quand même, ça peut paraître une montagne, voire quelque chose de très fastidieux, mais en fait c'est super. C'est vrai, Voilà, un petit c'est mot vrai. de fin. Tu as tenu hein, Bah, finalement j'ai avec tenu, l'extinction de ma voix. voix a Voilà. tenu. Mais en tout cas, c'est, enfin, juste pour un conseil très concret, euh, si vous avez du stress par rapport à la gestion du temps, vous allez voir que Samuel a préparé une espèce de petite chronologie, enfin même assez facilement sur philomac.com. Vous allez avoir des petites indications de temps. Par exemple, l'épreuve commence à 8 Oui, heures. Il faut que environ à 8h15 j'ai fait ça, qu'il faut environ qu'à 8h30 j'ai commencé à, je sais pas, à définir ou à analyser le sujet. Il faut qu'à 9h30 j'ai écrit ça. Essayez peut-être, si vous avez, encore une fois, c'est pas tout le monde, hein, mais si vous avez du stress, vous pliez en deux votre feuille un peu comme ça, tac, ou en trois. Faites un petit chapiteau comme ça que vous posez sur votre table. Et dessus, vous faites une petite frise, je sais pas, 8, 9, 10, 11, 12. Je sais pas trop comment ça fonctionne. hmm, Et après, vous écrivez pour à peu près vous situer et pas vous faire perdre par le temps. Et au-dessus de la frise, vous pouvez par exemple remarquer l'intitulé du sujet si vous prenez la disserte. Comme ça, vous l'avez toujours devant les yeux, un peu comme un petit, voilà, un petit chapeau là, ouais. devant vous. Ça, c'est un truc qui parfois peut aider à pas stresser, c'est d'avoir la maîtrise bien de son temps. Oui, le poste dont parle Apolline, c'est le poste, vous verrez, qui s'appelle un kit pour affronter la disserte. Il est en vert, méthodo, et je l'ai remis en story tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et ben, on vous dit bonne soirée, bon courage, Bah, bon profitez donc. courage. Bon courage à tout le monde. Et puis, de toute façon, on va plancher aussi sur les sujets, nous, mercredi matin. Et dès que vous sortez de l'épreuve, vous allez pouvoir trouver nos corrigés pour voir. Mais c'est pas parce que ça correspond pas que vous vous êtes planté, hein. Il y a plein de façons différentes de répondre au sujet. Mais voilà, on sera avec vous, en tout cas, Ouais, mercredi matin. Toute l'équipe sera là. voilà, nous aussi on va donner de notre personne et Ouais, on fera en sorte que vous ayez les corrigés à midi, mais voilà, comme vient de le dire Apolline, pas de panique si ça correspond pas exactement, ça vous donnera juste des pistes. voilà. Voilà, au revoir. Merci beaucoup tout le monde. Au Au revoir. revoir. Je sais pas.